J'ai connu le lycée Émile Duclos d'abord en tant qu'élève, puis ensuite en tant que professeur, et enfin comme parent d'élève, avant de rejoindre l'amicale du lycée depuis quelques années. Avant d'arriver au lycée, j'étais élève à l'école primaire de Plot, où mon père était instituteur et où ma mère enseignait au cours complémentaire de jeunes filles, le CC de Plot, où du reste nous logions. À cette époque étaient admis au lycée les élèves ayant passé le concours d'entrée en sixième, mais ce n'étaient pas forcément les meilleurs élèves qui allaient au lycée, car d'une part, si au primaire l'école était gratuite depuis Jules Ferry, il n'en était pas de même au lycée et il y avait toujours quelques frais qui incitaient les parents bien souvent à mettre leurs enfants dans les cours complémentaires. D'autre part, d'autres souhaitaient leur faire passer le certificat d'études, le fameux certif, qui leur permettrait d'entrer plus rapidement dans la vie active et qui leur permettrait également de les aider à la ferme. C'était au moins le cas dans les villages ruraux comme celui de Plot. C'est ainsi qu'en 1951, je suis le seul élève de ma classe à intégrer le lycée alors que tous mes copains n'ont qu'une cour à traverser pour se rendre aux cours complémentaires. Et il est probable que l'absence de mes copains avec lesquels j'avais passé mon enfance en toute liberté, dans une nature avec des espaces que j'adorais, l'éloignement de mes parents également, ont dû influencer mon comportement au lycée. Le souvenir que je garde de mon passage au lycée est celui d'un élève épris de liberté, qui n'acceptait pas les contraintes imposées, d'un élève qui est rapidement devenu rebelle, perturbateur, chahuteur, et qui pensait plutôt à s'amuser à faire des bêtises qu'à travailler les versions latines ou les mathématiques. Je ne m'habituais point à cet établissement que je trouvais austère et qui, avec ses cours encadrés de salles de classe aux croisées grillagées, me faisait penser plus à une prison qu'à un établissement scolaire. Les dortoirs n'étaient guère plus avenants. Situés à l'étage, ils étaient séparés par de grandes portes à double battant, et dans celui des visus, il y avait, de part et d'autre d'une large allée centrale, une vingtaine de lits, avec dans leur milieu une sorte de réduit fermé où logeait le surveillant. À une extrémité, il y avait un local dans lequel nous disposions d'une caisse pour le matériel à chaussures, les brosses, les cirages, les chiffons, et une autre caisse dûment cadenassée, celle-ci, où nous mettions un peu de nourriture, parfois le beurre ou quelques friandises données par nos parents. À l'autre extrémité du dortoir, il y avait quelques lavabos, mais point de douche. La douche hebdomadaire obligatoire avait lieu le jeudi matin, au sous-sol de l'établissement, où nous nous rendions en rang par petits groupes. Elle durait 5 minutes tout au plus, mais c'était beaucoup mieux que ce que j'avais connu à Plot, où à partir de 1947, certes, il nous était possible, en marchant un bon kilomètre, de nous rendre jusqu'à la cité, ces baraquements dans lesquels logeaient les ouvriers qui travaillaient à la construction du barrage d'Enchané. Là, on avait la possibilité de se doucher. Dans l'appartement de fonction de mes parents, il n'y avait ni eau courante, ni WC, bien sûr, et nous devions descendre dans la cour, chercher au puits des seaux d'eau et faire nos besoins dans les latrines du collège. Je me souviens
de la première nuit passée dans ce dortoir. Elle m'a énormément marqué. Mon frère m'avait prévenu, vous les Bleus, vous serez tous bizutés. Et de me décrire tous les tourments qui allaient venir. L'un d'eux me remplissait d'effroi. Il s'agissait, paraît-il, de faire dévaler dans les escaliers qui conduisaient au dortoir, des escaliers en bois assez larges, et en pleine nuit, une malle avec à l'intérieur un bisu. Je ne réussis pas à trouver le sommeil. À chaque bruit, à chaque frémissement discerné dans les bâtiments ou à l'extérieur, je m'attendais à une descente des anciens. Vers minuit, j'entends des pas venir du dortoir voisin, celui des plus grands. On approchait dans un vacarme d'entrechocs métalliques, de serrures que l'on ouvre, que l'on ferme, de portes qui grincent. Les pas se rapprochent, emplissant ma tête entière, et je crois bien que ma dernière heure arrivée, je me laisse choir du lit et je me glisse sous le lit du voisin qui était inoccupé. Et j'attends, là, le front en nage, tremblant de peur et peut-être aussi de froid, que les grands viennent pour le moins virer des lits et peut-être se saisir d'un prisonnier auquel il ferait subir le supplice de la malle. Les pas sont maintenant là. Un grand rond de lumière blafarde va et vient du plancher au plafond, se rapprochant de moi. Je n'en peux plus de retenir mon souffle. La lumière et les pas passent devant le lit et je me rends enfin compte qu'il s'agit du veilleur de nuit, occupé à faire sa ronde nocturne. Inutile de dire que je ne m'endormis point de la nuit et que c'est avec une mine de papier mâché que je me présentais devant les professeurs. Mais mon frère m'avait prévenu et il m'avait dit que ce n'était pas forcément la première nuit que les anciens viendraient nous faire subir ce bizutage. Et je passais ainsi de longues nuits sans dormir, à guetter les moindres pas, les moindres bruits et à attendre le moment fatidique qui, bien entendu, ne vint jamais. Ce dortoir devait être maudit car un dimanche matin, un brave homme de service, déjà un peu âgé, le père Soucal, que nous aimions bien, nous aidait parfois très aimablement à venir à bout de notre lit et nous aider à ranger quelques affaires. Il était de tradition, pour le récompenser de sa bienveillance, de lui donner de temps en temps une petite pièce de 100 sous. C'est ce que je fis. Bon, une pièce de 100 sous, c'était 5 francs à l'époque, soit un peu moins de 15 centimes d'euros aujourd'hui. C'est ce que je fis, et malement pris, car un surveillant ayant repéré le stratagème me punit d'une colle pour le dimanche suivant. Spontanément, je laissai échapper à son égard un nom d'oiseau pas très flatteur, j'en conviens, pour le surveillant. Séance tenante, je fus amené par les oreilles dans le bureau du censeur, qui doubla la punition et me prévint que les choses n'en resteraient pas là. En effet, quelques jours plus tard, mes parents, avertis de la grossièreté de leur fils, furent informés que je serais traduit devant le conseil de discipline. Quelques jours avant les vacances de Noël, vers 18h, un surveillant vint me chercher à l'étude et me pria de le suivre. Où m'amenait-il? Je ne tardais pas à comprendre. Dans la grande salle de réunion des conseils de classe, le parloir, noyé de lumière, par le grand lustre suspendu au plafond élevé, siégeait le proviseur, le censeur, le surveillant général, entouré d'une bonne douzaine de professeurs en habits sombres auxquels s'était joint le surveillant offensé. Seul face à mes juges, ces juges austères que je n'osais regarder, je me sentis au plus mal, je n'entendis absolument rien de
ce que dire ces gens de l'administration du lycée, mais il me sembla qu'un professeur de gymnastique tentait de défendre une cause qui, de l'avis de tous, semblait totalement désespérée. Lorsqu'on me demanda si j'avais quelque chose à ajouter, aucun son ne sortit de ma gorge et je fis non en secouant la tête. Tu t'exprimes en remuant la tête comme les ânes, me lança sans ôter la pipe de sa bouche. Il serait en général un homme plein d'humour, j'ai eu l'occasion de le comprendre plus tard. Et cela fit ricaner quelques professeurs. Quant à moi, je ne pus retenir mes larmes. Le conseil dura moins de 10 minutes et je fus ramené tout penaud dans la salle d'études où mes camarades me questionnèrent en vain sur le jugement sans appel. J'étais atterré, j'avais envie de fuir, de repartir à Plot pour retrouver les miens. On m'avait menacé de me renvoyer dans ma famille. Que l'on mette donc ces menaces à exécution, c'était mon souhait unique. Et au plus tôt, au moins aurais-je retrouvé l'amitié de mes copains, la chaleur du foyer et l'espace qui me manquait tant ici.